Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quels furent les rôles des médias gouvernementaux dans la diffusion de la propagande génocidaire. L'Office rwandais d'information au renfort, comme institution gouvernementale de la presse, a joué un rôle de premier plan dans la diffusion de l'idéologie du génocide. Cet office a surtout manipulé la presse parlée avec Radio Rwanda et la presse écrite, tels que les journaux Imvaho ou La Relève. Souvenez-nous que jusqu'en 1993, il n'y avait aucune autre radio dans le pays que Radio Rwanda. La mobilisation à la perpétration du génocide diffusée par le renfort a commencé en 1990, au début de la guerre de libération. Ainsi, en décembre 1990, le journal Kangura a publié un article de Justin Hategekimana, originaire de Gisenyi, qui considérait le fonctionnement de Radio Rwanda déplorable et s'acharnait contre son directeur, Christophe Mfizi, et d'autres journalistes non extrémistes. Quelques jours après cette publication, Christophe Mfizi a été remplacé par l'extrémiste Ferdinand Nahimana, partisan de la solution finale des Tutsis du Rwanda. Un autre article de Kangura a alors salué cette décision en ces termes. Je cite: « Cette fois-ci, Radio Rwanda va devenir la voix du peuple. Le FPR et ses complices n'ont qu'à se pendre. » Fin de citation. Nous nous rappelons qu'après la mise en scène d'une attaque du Front patriotique rwandais dans la nuit du 4 au 5 octobre 1990 à Kigali, lors de cette fausse attaque, après, il y a eu des arrestations massives de Tutsis, en commençant par des intellectuels, des cadres et des commerçants qui ont été détenus dans des conditions inhumaines. La plupart d'entre eux sont morts dans les prisons et les cachots. Un grand nombre d'entre eux a été entassé au stade de Nyamirambo, affaibli par le froid et accablé par la faim. Plusieurs agents de l'Office rwandais d'information ont été arrêtés et détenus, plus particulièrement des Tutsis. Certains ont été torturés, comme Mademoiselle Assumpta Karangwa, agent de le renfort, qui était considérée bien à tort comme la future épouse de feu Rwigema, et on l'a surnommée la reine-mère du Rwanda. En mars 1991, après les accords d'Onsele entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement rwandais, tous les prisonniers détenus pour cause de guerre devaient être libérés et un échange de prisonniers devait avoir lieu entre le FPR et le gouvernement. Les agents Tutsis de le renfort ont été élargis selon ces accords. Mais le directeur général de le renfort, Ferdinand Nahimana, s'est opposé à cette réintégration en dépit de ces accords et des dispositions de l'article 30 du Code du travail qui stipulait que tout employé détenu et relâché sans être condamné par les cours et tribunaux compétents devait être réintégré à son poste. Le renfort n'a pas réintégré ses agents Tutsis. Ils le furent seulement une année plus tard grâce à 3 rapports internationaux menés sous la conduite du bâtonnier belge Maître Éric Gillet et son confrère Maître André Jadour. Entre 1990 et 1994, le journal gouvernemental Imvaho a publié des articles appelant à la persécution des Tutsis. Au début de la guerre de libération, le journal gouvernemental Imvaho a lancé une campagne d'injures contre les réfugiés Tutsis en proclamant qu'ils sont les ennemis du Rwanda. Cet affront a été également utilisé contre les Tutsis de l'intérieur du pays, qualifiés d'ennemis du pays,
y compris celles Hutus qui se battaient pour le respect des valeurs démocratiques. Donnons quelques exemples. Dans le journal Imvaho numéro 866 du 29 octobre au 4 novembre 1990, Joseph Ndabamenye, alors éditorialiste et rédacteur en chef du journal, a écrit dans un article intitulé « Pas de négociation avec les rebelles ». On pouvait lire ceci, je cite, « On ne peut pas avoir de négociation avec des personnes qui tirent sur leurs interlocuteurs. Les ennemis du Rwanda doivent cesser les hostilités et retourner d'où ils sont venus. Dans le cas contraire, l'armée rwandaise les affrontera courageusement pour les refouler par la force, comme elle l'a prouvé depuis le début des affrontements avec ses ennemis du Rwanda. » Fin de citation. Des journalistes ont publié des articles du même genre dans Imvaho numéro 865 du 22 au 28 octobre 1990. Ainsi pouvait-on lire dans l'article de Hélène Nyirabikari intitulé « Les minibus ont joué un rôle dans la dissémination des ennemis du Rwanda à l'intérieur du pays. » Je cite, « Pendant ce moment où notre pays affronte les ennemis du Rwanda qui l'ont attaqué, il a été décidé que pour conduire son véhicule, on doit avoir l'autorisation du préfet de la ville de Kigali. L'OFPR Inkotanyi a utilisé les minibus et a disséminé les éléments dans tous les coins du pays. Laisser les minibus circuler sans l'autorisation faciliterait de nouveau les opérations de l'ennemi. » Fin de citation. Quant au journaliste Habimana Kantano, dans son article intitulé « Nous vaincrons les ennemis », il souhaitait la haine et la vilainie. Je cite, « Les cancrelats, comme ces insectes qui déchiquotent les habits, les lions, comme se nomment certaines unités de cancrelats, ou les Inkotanyi de Rwigema, sont tous des ennemis du Rwanda. Les ennemis du Rwanda de Rwigema peuvent troubler notre quiétude, nous faire perdre du temps et des personnes et des biens. Cependant, dire qu'ils nous feront perdre la tête jusqu'à nous vaincre définitivement, je pense que c'est trop se sous-estimer. » Enfin, conclut Kantano, ce qui nous rassure, c'est que nous vaincrons les ennemis du Rwanda, peu importe d'où ils viendront, grâce au bouclier imparable qu'est le président Habyarimana. L'unité. Nous y tenons. L'ennemi n'en pourra rien. Fin de citation. Dans un autre article, paru dans Imvaho, numéro 866, du 29 octobre au 4 novembre 1990, la journaliste Veneranda Hategekimana fait croire que les Inkotanyi enrôlent les enfants. Elle voulait ainsi persuader la population que l'OFPR ne respectait pas la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Or, l'OFPR avait signé avec la Croix-Rouge internationale un accord pour le respect des conventions internationales relatives à la conduite de la guerre. Voici les mots écrits par Veneranda Hategekimana dans ce journal. Je cite, « Il y a des informations qui révèlent que les ennemis du Rwanda envisagent d'enrôler des adolescents recrutés à l'intérieur du pays comme stratégie pour mener la guerre de la même manière que Museveni a procédé pendant la guerre pour prendre le pouvoir en Ouganda. Ainsi, l'OFPR n'a pas hésité à enrôler des enfants pour attaquer le Rwanda. » Fin de citation. Veneranda Hategekimana a repris cette idée, la même idée, dans Imvaho numéro 868. Son article s'intitule « Les cancrelats enrôlent sans scrupule les enfants ». Je cite, « Dans la guerre que les cancrelats ont imposée au Rwanda, ils nous font attaquer par des adolescents. Ces enfants sont des boucliers humains qu'ils n'hésitent pas à déployer dans les combats. Lorsque les hostilités s'intensifient, les commandants s'enfuient en abandonnant à leur sort ces bambins. Les enfants se déploient comme des abeilles en se plongeant dans la fusillade sans aucun souci. Voilà les stratégies des cancrelats qui prétendent prêcher la démocratie en bernant la communauté internationale afin qu'elle les assiste alors que leurs cœurs sont pleins de cruauté jusqu'à enrôler des enfants et à les abandonner aux fauves. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 867, du 5 au 11 novembre 1990,
Le journaliste Habimana Kantano a publié un autre article intitulé « Nous venons de vaincre les Ignési ». Il a beaucoup ironisé à propos du FPR en revenant sur l'appellation Ennemi du Rwanda. Je cite « Le 1er octobre 1990 à 10h, le 30 octobre 1990 à 17h15. Ces deux dates sont inoubliables dans l'histoire du Rwanda. Le premier, les ennemis du Rwanda qui se sont nommés Inkotanyi ont envahi notre pays. Ils sont entrés au grand jour à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, à Kagitumba, et se sont emparés de Mutara. Le 30 octobre, après un mois seulement d'hostilité, l'armée rwandaise a refoulé courageusement ces barbares qui avaient envahi notre pays. Courage, armée rwandaise. Nous avons vaincu les ennemis du Rwanda. Maintenant, ils regrettent leur invasion. Fin de citation. La journaliste Stéphanie Nyirasafari, dans son éditorial d'Imvaho numéro 876, 17 au 11 janvier 1991, intitulé « Les complices sont encore parmi nous », a écrit, je cite, « L'année 1991, le président de la République l'a baptisée année de la réparation et de la reconstruction des dégâts causés par la guerre. Cet objectif est louable, car l'ennemi a laissé beaucoup de sinistrés. Premièrement, il faut déployer quantité d'énergie pour rechercher les ennemis du Rwanda qui se dissimulent parmi nous, parce que tous les complices n'ont pas pu être arrêtés. Ce sont eux qui ont des attitudes provocatrices. Ceci peut être une cause de guerre civile. Deuxièmement, ceux qui ont été arrêtés et reconnus coupables d'être du FPR méritent une peine exemplaire. Il ne faut plus faire la même erreur que celle commise en plaçant en résidence surveillée M. Valens Kajeguhakwa, alors que le parquet avait requis de lourdes peines contre lui. Le comble de l'erreur est car il s'est enfui en plein jour au vu des autorités. Sakumi Anselme, un grand commerçant, avait été arrêté parmi les complices du FPR. On l'a également relâché sous prétexte qu'il avait été détenu par erreur. Voilà qu'il échappe au Rwanda alors que les soupçons planent encore sur lui. Des incidents pareils indignent le peuple. La paix durable reviendra quand ces personnes ne seront plus dans le pays. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 881 du 11 au 17 février 1991, un article intitulé « La dysenterie bacillaire exterminera les Inkotanyi dans la forêt des volcans » est paru un article sous la plume du journaliste Gaspard Senzoga. Il indiquait lui aussi que le FPR était composé d'ennemis du Rwanda. Je cite, « Les ennemis du Rwanda qui attaquent Ruhengeri à partir de l'Ouganda et qui passent par la forêt des volcans sont menacés dans leur santé. En plus de la puissance de feu de l'armée rwandaise, les maladies de toutes sortes ne les épargnent pas. Parmi elles, il y a la dysenterie bacillaire qui les accable avec la faim et la fatigue excessive. La gale qui les ronge au point que certains perdront leurs membres supérieurs. Le froid ne les ménage pas non plus. Tout Inkotanyi se rend compte de ces calamités qui le contraint à reconnaître sa défaite. Fin de citation. Le journaliste Augustin Twagirayezu a tenu le même langage dans Imvaho numéro 877 du 14 au 20 janvier 1991. Dans son article intitulé « Kiyombe, les ennemis du Rwanda ont mis à sac la population », il écrit, je cite, « Les habitants de la commune de Kiyombe n'ont pas pu déguster la précieuse bière de sorgho d'Obyumba comme c'était dans les habitudes le jour de la fête de Noël. La cause de cette infortune est qu'ils étaient réfugiés suite à l'incursion à la mi-décembre des ennemis du Rwanda en provenance de l'Ouganda. Ceux qui étaient vigoureux se sont enfouis. Au demeurant, les ennemis du Rwanda ont été refoulés et la frontière est entièrement contrôlée par les forces armées rwandaises. Bien que les ennemis du Rwanda poursuivent leur entraînement militaire à Rwene, Kizinga, Karujanga, Vigasa et ailleurs en Ouganda, lorsqu'ils reviendront, ils seront décapités. Fin de citation.
Florent Kampayana, journaliste correspondant régional d'Ororinfo à Byumba, pour imiter Agisenyi, fut le journaliste le plus haineux contre les Tutsis. Originaire de Kibirira à Gisenyi, ce journaliste a publié plusieurs articles abjects et a réalisé des reportages incendiaires contre des Tutsis. Dans son article intitulé Byumba, la population a procédé minutieusement au ratissage des Kankrera, paru dans Imvaho numéro 870 de novembre 1990, il est très virulent en ces termes, je cite. Dernièrement, les femmes ont capturé un Kankrera qui avait déshérité au cours de la défaite cuisante de son unité à Nyagatare. Il est arrivé armé d'un fusil, épuisé de soif, au petit centre de Nyagatare, tout près d'un puits où des femmes puisaient l'eau. Il leur a demandé de l'eau à boire. Comme les femmes avaient compris que c'était un ennemi du Rwanda, car il portait l'uniforme militaire ougandais et un fusil, et lui ont dit « Pourquoi bois-tu de l'eau? Nous pouvons t'offrir du lait. » Il a répondu « Vous me feriez du bien. » Et lui ont proposé de cacher son fusil, car sinon, il pouvait se faire remarquer par l'armée rwandaise. Il accepta sans hésiter, mais après quelques pas, il fut assommé à coups de pilon et de jets de pierre. Fin de citation. Dans le même numéro, Papias Rubera, étudiant en histoire à l'Université nationale du Rwanda à Ruhengeri, a publié un article sous le titre suivant. Je cite, « Pendant le règne de Yuhi IV Gahindiro, il y eut une unité du FPR qui ont commis des horreurs comme Rwigema. » Fin de citation. Rubera y reprend la même haine contre les Tutsis et avance que le président Habyarimana est irremplaçable pour gouverner le pays. Citons. En ce moment où le pays est menacé par l'attaque des ennemis du pays, qui se sont nommés Inkotanyi, les Rwandais, partout où ils se trouvent, doivent s'unir pour vaincre ces ennemis de l'unité et de la paix des Rwandais. Rwandais, lèvons-nous tous et cimentons irréversiblement l'unité et la paix qui nous est garantie par le président Juvenal Habyarimana. Saviez-vous qu'au règne de Yuhi IV Gahindiro, il y avait l'unité militaire dénommée Inkotanyi qui a commis des horreurs comme Rwigema? Ces Inkotanyi du temps de Gahindiro sont les mêmes que ceux de Rwigema puisqu'ils sont tous des tueurs et vivent du mensonge. Soyez braves au champ de bataille, forces armées rwandaises. L'union fait la force. Fin de citation. Un autre élément de la propagande qu'a utilisé le journal gouvernemental Imvaho dans la diffusion et la promotion de l'idéologie de haine a été celui de publier des articles qualifiant les réfugiés Tutsis et le FPR comme des ennemis de la paix. Cette appellation injurieuse a été reproduite dans plusieurs articles du journal gouvernemental Imvaho. Ainsi, dans le journal Imvaho numéro 868 du 12 au 18 novembre 1990, figure un article du parti MRND intitulé « La contribution du MRND dans la lutte contre les ennemis de la paix » qui prône la discrimination. Dans cet article, on explique que le pays n'appartient qu'à une partie des Rwandais et stigmatise le FPR en l'assimilant à des ennemis ougandais qui doivent retourner d'où ils sont venus. Je cite, « Tous les Rwandais savent que le Rwanda a été envahi par des ennemis le 1er octobre 1990. Ces ennemis du Rwanda, qui se nomment Inkotanyi, sont venus de l'Ouganda avec l'objectif de nous exterminer et spolier les acquis de la révolution de 1959 et de la révolution culturelle de 1973 lancée par la Deuxième République. En attaquant le pays, dans le but de massacrer le peuple majoritaire, ces ennemis se sont mépris sur la vaillance de l'armée rwandaise et la clairvoyance des Rwandais.
Cette clairvoyance est le fruit du MRND depuis les 15 ans de sa création. La guerre que les Rwandais mènent contre l'ennemi venu d'Ouganda n'est pas terminée car l'ennemi est encore sur notre sol. C'est pourquoi nous devons le chasser définitivement et le repousser d'où il est venu. Les autorités du MRND, au niveau de la base et de la préfecture, doivent déployer davantage leur énergie afin de barrer la route à cet ennemi et le combattre partout où il se cache. Ils doivent continuer à diriger et à mobiliser la population afin d'obstruer définitivement le passage à l'ennemi et l'empêcher de perturber la paix et l'unité pour lesquelles nous avons milité. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 867 du 5-11 novembre 1990, la journaliste Stéphanie Nyirasafari a publié l'éditorial suivant. Félicitons l'armée rwandaise. Elle revient sur un point important dans la propagande du génocide en affirmant que le FPR Inkotanyi n'est pas composé de Rwandais, qu'ils sont les ennemis du Rwanda. Je cite, le 30 octobre, lorsque nous terminions l'impression d'Imvaho, les Rwandais étaient en liesse car notre armée avait défait l'ennemi et reconquis tout le Mutara et même Kagitumba par où les Inyenzi étaient entrés. Notre armée mérite la gratitude car nos soldats ont sauvegardé la souveraineté nationale. Ils ont fait preuve de bravoure en affrontant des ennemis armés jusqu'aux dents qui avaient préparé l'attaque depuis longtemps. Le fait d'avoir remporté la victoire, alors que parmi nos militaires et dans la population, il y avait des complices qui connaissaient l'état de notre armée et ses stratégies, relève d'un courage hors du commun. Nous remercions le ministère de la Défense d'avoir pris la sage décision de suspendre la circulation des minibus et des motocycles. Elle a permis à la population de rester chez elle et de traquer l'ennemi qui se cachait parmi nous. En entendant le crépitement des armes, nous aurions pu nous éparpiller et l'ennemi en aurait profité pour s'approprier nos habitations sans souci. Bien qu'il règne une accalmie, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Restons vigilants et assurons-nous qu'il n'y ait plus d'ennemis. Fin de citation. Dans son numéro d'Imvaho, le journaliste Kantano Habimana a également publié un article intitulé « Nous avons vaincu les Inyenzi », dans lequel il a adopté un langage pour le moins acerbe. Citons « Armée rwandaise, soyez courageux. Nous avons refoulé les ennemis du Rwanda et ils ont regretté leur invasion. Lorsqu'un pays est peuplé par ses citoyens, l'envahir avec des armes lourdes et des idées rétrogrades pour l'occuper, c'est suicidaire. Les ennemis ont reçu une leçon. Soyons sages, vivez en harmonie dans la paix, surtout lorsque vous êtes des frères. C'est le vœu du président Habyarimana. Quand est-ce que les va-t'en en guerre le comprendront? Fin de citation. Dans le numéro Imvaho, numéro 912, 16 au 22 septembre 1991, le journaliste Jean-Baptiste Nubahumatse, dans son article intitulé, je cite, « Badolité, les négociations à la place des hostilités », parle des négociations qui se sont tenues entre la délégation gouvernementale et celle du FPR. Il considère les réfugiés rwandais comme des ennemis de la paix et prétend qu'ils sont contre les négociations. Il va même jusqu'à écrire, je cite, « Il y a nous et les Inkotanyi ». Ce type de propos, qui ne reconnaît pas que le FPR et ses membres étaient des Rwandais et va jusqu'à les traiter d'envahisseurs, augure bien sûr le génocide. Citons. Les hostilités doivent cesser au Rwanda pour que les négociations entre la délégation gouvernementale et les représentants de nos envahisseurs commencent le 14 courant et que le groupe des observateurs militaires neutres soit recomposé.
C'est l'une des décisions prises par les chefs d'État des pays de notre région lors de la réunion Tony Agbadorite au Zaïre le 7 septembre, qui examinait les problèmes de la guerre qui nous est imposée par les Kankrera Inkotanyi. Les Kankrera Inkotanyi avaient aussi envoyé une délégation qui tournoyait en dehors de la salle de conférence sans parvenir à y participer. Mais elle a pu dîner avec les chefs d'État qui étaient à Agbadorite. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été conviée à la table des chefs d'État, à moins que manger dans la même salle signifie partager le repas. La réunion a décidé un cessez-le-feu. Une autre décision prise dans cette réunion qui peut permettre une lueur d'espoir afin que la guerre qui nous est imposée par les Kankrera puisse prendre fin rapidement et que les chefs d'État n'ont pas approuvé le rapport du général Hashim Mbita, commandant du groupe des observateurs militaires neutres, qui supervise la mise en application du cessez-le-feu. Ils ont décidé de recomposer ce groupe et d'en retirer les militaires sougandais et burundais pour maintenir seulement les militaires zaïrois qui collaboreront avec d'autres membres qui viendront du Nigeria. Enfin, ils ont décidé que le 14 courant, ils doivent s'ouvrir des négociations entre la délégation gouvernementale et les représentants des Kankrera Inkotanyi. Vous savez que ce genre de négociation a été soutenu sans cesse par le gouvernement rwandais, alors que sur le front, beaucoup de Kankrera Inkotanyi y perdent la vie, tandis que d'autres continuent d'errer en Ouganda sur les collines environnantes de la frontière. Surtout que, depuis octobre de l'année passée, ils n'ont jamais pu occuper une moindre portion du territoire rwandais. Durant cette réunion, la voix du Rwanda a été entendue. Ces propositions ont été appréciées de telle sorte que les mensonges des Kankrera Inkotanyi se retourneront contre eux. Les Kankrera Inkotanyi continuent à faire la sourde oreille au moment où les chefs d'État poursuivent les négociations à Agbadorite. Ils ont lancé des attaques un peu partout sur la frontière du Rwanda et subissent des pertes qui leur sont infligées par l'armée rwandaise. Fin de citation. Dans son numéro d'Imvaho, le journaliste Jean-Baptiste Nubahumatse a publié un autre article intitulé « Les Inyenzi Inkotanyi ont essuyé une défaite cuisante » où il écrit ceci, je cite. Au moment où les chefs d'État se réunissaient dans la salle de conférence, Kanyarengwe et ses amis, qui représentaient les Kankrera Inkotanyi, erraient à l'extérieur avec les autres membres des délégations qui accompagnaient les chefs d'État. Kanyarengwe, qui était soi-disant le chef de la délégation du FPR, semblait ne pas être à sa place, mis en quarantaine par l'assemblée des délégations présentes. Tous les représentants du FPR avaient souvent la tête baissée. Nous étions indignés de constater que ces individus, qui prétendent militer pour les intérêts des Rwandais, préféraient se taire et proférer des injures contre des gens mal éduqués au lieu de saisir l'occasion de faire connaître leur programme. Fin de citation. Les articles d'Imvaho, publiés dès le début de la guerre de libération en 1990, avaient aussi pour objectif de sous-estimer, voire nier le problème des réfugiés rwandais. Ainsi, dans Imvaho numéro 865 du 22 au 28 octobre 1990, le journaliste Habimana Kantano écrit ceci, je cite, « Les réfugiés disent qu'ils sont 2 millions. Son nombre est exagéré à dessein pour provoquer la terreur. On ne peut pas savoir comment il a été évalué. Peut-être ont-ils pris en compte les Farachas d'Éthiopie, les Hima d'Ouganda, les Maasai du Kenya. Si nombreux qu'ils soient, même si leurs pères et leurs grands-pères leur ont raconté qu'ils sont originaires du Rwanda,
l'occuper de force est une euphorie. C'est pourquoi la jeunesse du Rwanda, filles et garçons, tous, veulent s'entraîner pour aller au champ de bataille. Ce n'est pas de la plaisanterie. Fin de citation. Son confrère, le journaliste Florent Kampayana, dans un autre article intitulé « Identifions nos envahisseurs », a abondé dans le même ordre d'idées. Cite « Actuellement, le Rwanda fait face à une attaque des prétendus réfugiés, regroupés dans un front d'IFPR avec l'objectif de restaurer le régime féodal du Rwanda. Nombreux sont les Rwandais qui reconnaissent les caractéristiques de ce régime. La plupart des réfugiés sont partis en 1959 lors des soulèvements populaires. Les autres se sont exilés au cours des années qui ont suivi ces troubles parce qu'ils se rendaient compte que le régime Roni n'avait plus de place au Rwanda. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 865, le journaliste Gaspard Gahigi a publié un article intitulé « Les réfugiés ont choisi la guerre ». Il estimait que le Rwanda n'est pas en mesure d'accueillir des réfugiés Tutsis. Il écrit en ces termes, je cite, « Depuis l'avènement du problème des réfugiés au Rwanda, les autorités se sont efforcées de le résoudre pacifiquement. Les réfugiés ont choisi de verser le sang dans le pays. La guerre a compliqué ce problème. Nombre d'entre eux veulent retourner en masse, alors que le Rwanda n'est pas en mesure de les accueillir. Actuellement, le Rwanda peut nourrir seulement 5 millions de personnes, alors qu'il y a 7 millions et demi d'habitants. Au moment où le gouvernement se demande comment nourrir ce surplus et où ils peuvent habiter, croyez-vous qu'il vaut la peine d'en ajouter d'autres qui n'auront pas à ou cultiver? Tout ce que le Rwanda a fait en cherchant la solution du problème, les réfugiés l'ont pris pour nul. Ils ont opté de calomnier le Rwanda et son pouvoir en l'attaquant sans cesse depuis l'indépendance. Après plus de 20 ans, ils ont repris les hostilités. Heureusement, le bon Dieu qui les a vaincus avant est encore chez nous au Rwanda. Fin de citation. Un raisonnement similaire a été repris par la journaliste Veneranda Hategekimana dans Imvaho numéro 867 du 5 au 11 novembre 1990. Son article désapprouve ouvertement le programme politique d'IFPR, comme l'indique son titre, je cite, « Le soi-disant programme politique des Kankrera qui nous ont attaqués ». Fin de citation. Et quelques citations sont ainsi écrites. Je cite, « Les Kankrera qui nous ont attaqués, en se nommant Inkotanyi, ont monté toutes les ruses pour occuper le Rwanda et prétendent que notre pays n'a accompli aucune réalisation depuis l'indépendance. Ces malfaiteurs n'envisageaient rien de beau, si ce n'est de verser le sang pour prendre le pouvoir et s'approprier des réalisations pour lesquelles ils n'ont pas peiné. Leur soi-disant programme politique comprend 8 points qui ne sont pas consistants. Le 5e point est le rapatriement de tous les réfugiés. Ils veulent que tous les réfugiés retournent au Rwanda. Ils disent qu'ils ne réclameront pas les propriétés qu'ils ont abandonnées en fuyant, mais qu'ils s'installeront sur les terrains inoccupés. Ils ne localisent pas précisément quels sont ces terrains. Peut-être pensent-ils au parc national, mais ils ne veulent pas l'exprimer ouvertement pour ne pas avoir de problème avec la communauté internationale en charge de la préservation des parcs. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 890, paru en avril 1991, le journaliste Gaspard Gahigi a rédigé un article qui dresse les Hutus du Bugesera contre leurs concitoyens Tutsis. Il l'a intitulé « Les Kankrera qui attaquent le Rwanda sont originaires du Bugesera ».
Cet article dissémine la haine au sein de la population de cette région dans la mesure où il appelle les Hutus à surveiller les voisins Tutsis et à identifier les familles Tutsis qui envoient les enfants appuyer le FPR. Il ajoute le journaliste que ces familles seront dénoncées auprès des autorités habilitées afin d'être jugées. Gaspard Gahigi feint d'ignorer que les jeunes gens qui rejoignaient le FPR ne le révélaient en aucun cas à leurs parents. Par ailleurs, ces jeunes hommes avaient atteint l'âge de la majorité. Rien ne justifie donc à ce qu'un journaliste, soi-disant professionnel, demande que des parents soient punis ou tués à cause des actes commis par leurs enfants majeurs. Cette persécution des Tutsis du Bugesera a aussi été entretenue par le journaliste Habimana Kantano dans son article « Kanzenze et le passage de ravitaillement à l'ennemi. Personne ne peut tolérer ». C'est dans Imvaho numéro 922 de novembre 1991. Kantano y développe que les Tutsis du Bugesera, surtout ceux de la commune de Kanzenze, ne sont pas des citoyens comme les autres, qu'ils sont des traîtres et des complices du FPR et que les Hutus doivent davantage les surveiller parce que les enfants rejoignent le FPR en passant par le Burundi. Kantano conclut en affirmant que si les Tutsis n'en payent pas le prix, ce sera la défaite totale des Hutus. Fin de citation. Un autre article anti-Tutsi est paru dans Imvaho numéro 910 de septembre 1991 sous la plume du journaliste Jean-Baptiste Hakizimana, correspondant régional de Rorenfort à Ruhengeri, sous le titre, le site « Je lutte contre Matimba et Nyakayaga à Nyamirambo ». Hakizimana n'a pas nié que les massacres étaient commis par les forces armées rwandaises, mais selon lui, la cause de ces massacres devait être attribuée aux Tutsis qui étaient recrutés par l'armée rwandaise sous une fausse identité, écrivait-il. Hakizimana le livre en ces termes, je cite. Après l'éclatement de la guerre, la jeunesse a manifesté la volonté de défendre le Rwanda. C'est louable, mais comme c'est la pratique courante, on a fait la sélection. Cependant, on a constaté que l'ivraie s'est mélangée avec le bon grain. De là vient le problème. Fin de citation. Comme c'était la pratique à l'époque, le recrutement des jeunes après le début de la guerre en 1990 consistait à retenir exclusivement des Hutus en veillant à ce qu'aucun Tutsi ne figure parmi les éléments de l'armée rwandaise. Mais ce journaliste Hakizimana évoque aussi l'ivraie en parlant des Tutsis qui auraient échappé à la vigilance des sélectionnaires et se seraient mêlés avec le bon grain, c'est-à-dire les Hutus. Il voulait dire par là que les Tutsis ont pu entrer dans l'armée et qu'ils commettent des assassinats. Son message est donc d'affirmer que les militaires Tutsis qui auraient rejoint l'armée en trompant la vigilance des recruteurs seraient les auteurs des crimes commis par les forces armées rwandaises. Ce qui est bien sûr un mensonge et honté. De manière générale, dans de nombreux articles parus entre octobre 1990 et le génocide des Tutsis de 1994, Imvaho n'a cessé d'ordonner à la population de traquer les complices du FPR qui, soi-disant, se dissimulaient parmi la population. Ce journal gouvernemental affirmait par ailleurs que les nombreuses arrestations de Tutsis étaient liées à leur coopération avec le FPR. Imvaho encourageait souvent les actes de malveillance à l'encontre des civils Tutsis, surtout dans la préfecture de Byumba, où le FPR infligeait de lourdes pertes à l'armée rwandaise. Chaque fois que les forces armées rwandaises perdaient la bataille, les Tutsis étaient arrêtés, torturés ou tués dans les prisons et les cachots des services de renseignement. Florent Kampayana, qui était correspondant régional de Renfort à Byumba,
a joué un grand rôle dans ces manœuvres. Par exemple, dans son article publié dans Invaro numéro 870 de novembre 1990, sous le titre « Byumba, la population a procédé à l'opération de ratissage contre les Kankrera », le journaliste Florent Kamayana magnifie la persécution des Tutsis. Je cite, « La bataille de Byumba, que ce soit au Mutara ou à Kaniga et dans la région de Gatuna, n'a pas été seulement menée par nos militaires. La population civile a aussi sa part de contribution. Toutes les voies étaient barrées ou fortement surveillées. Personne ne pouvait passer sans présenter un laissez-passer. Personne n'était exempté. Même les véhicules qui avaient l'immatriculation de l'État étaient concernés par la mesure. Même le véhicule de leur bourgmestre était arrêté et fouillé pour contrôler ce qu'il transportait. Toute la population était mobilisée. Dans la commune de Murambi, même les femmes étaient mobilisées pour traquer ceux qui n'avaient pas de papier. Au cours de ces contrôles, de nombreux Inyenzi ont été arrêtés. Un Kankrera rescapé de la bataille a été arrêté dans la commune de Ngarama, dans le secteur de Kigasha. Il avait passé la nuit dans les broussailles. Au lever du jour, il a voulu s'informer de la route qui mène à Nyagatare. La population n'a pas tardé de lui montrer qu'il s'était trompé de chemin. Il y a eu un autre Kankrera que la population a tué dans ce secteur. Il avait passé la nuit dans un champ de manioc à la recherche de tubercules à manger crus parce qu'il était très affamé. La population de la commune d'Ongarama ne craint pas ses ennemis du Rwanda. À Mimuri, où ont éclaté de rudes combats, la population en a arrêté un qui était blessé et l'a achevé après l'avoir désarmé. À Gakirage, les habitants ont tué 3 Kankrera alors qu'ils portaient des fusils. Il y a eu 9 autres que la population a arrêtés. Dans la commune de Murambi, la population a aussi participé à la bataille. Un Kankrera a été tué dans le secteur d'Ogakoma et un autre dans le secteur d'Ondatemga. 3 autres Kankrera ont été arrêtés dans cette commune. Dans la commune de Kyumba et Kivuye, les habitants ont aussi traqué les Kankrera. Ils en ont arrêté plusieurs et ont tué une partie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Kianda, où les habitants ont désarmé un ennemi qu'ils ont tué à coups de pioche et par jet de pierre. Ses compagnons d'armes se sont dispersés dans la nature. Dans la commune de Muvumba, les Kankrera étaient arrêtés chaque jour. L'un a été tué par les habitants alors qu'il allait leur demander de la nourriture. Un autre, au grade de lieutenant et médecin, a été arrêté avant-hier le 15 courant. Ils l'ont abattu sur place. Quelle est la situation à Muhura? Dans cette commune, on a beaucoup parlé des complices du FPR, des complices de Kankrera, qui travaillaient au bureau communal. Les habitants n'ont pas non plus épargné les Kankrera en faisant preuve de vigilance. En Kankrera, l'air a échappé en abandonnant 160 cartouches. Les habitants ont récupéré un fusil MAG et ses trépieds, ainsi que plus de 500 cartouches. Actuellement, la population passe au peigne fin, la région où les Kankrera et les complices ont caché des armes. Les forêts et les brousses ont été nettoyées. À Nyagatare, la population a découpé des arbres sur une surface de plus de 14 hectares. Elle a découvert des fusils cachés, des mines enfouies par les Kankrera ainsi que des cartouches abandonnées lorsqu'ils étaient surpris durant les hostilités. Lorsque les Kankrera se sont rendus compte que leur stratégie avait été découverte, car ils croyaient que ce qui leur avait facilité la victoire ailleurs le serait aussi au Rwanda, ils ont perdu la tête. Certains sont devenus des bandits. Ils sont arrivés à Rukomo, dans la commune de Muvumba,
et ont volé à un commerçant des caisses de bière. Ils l'ont malheureusement abattu. À Nyagatare, ils ont saccagé tous les magasins. Dans la commune de Muvumba, ils ont pris 5 000 francs à une vieille et ont volé 40 000 francs à un commerçant. Mais ils n'ont pas emporté cette somme car au moment où ils allaient manger une chèvre et boire des bières qu'ils avaient commandées, ils ont été surpris par des militaires. Ils ne volent pas seulement de l'argent. S'ils trouvent une marmite pleine de nourriture, ils l'emportent. Ou s'ils trouvent de la bière de sorgho ou de banane, ils en font autant. Ils tuent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Dans le secteur de Rubaya, commune de Kyumba, ils ont massacré 9 habitants. À Kivuye, 3 habitants. Mais ils ont aussi perdu un de leurs et leur plan a été déjoué. À Murambi, ces ennemis du Rwanda ont tué 25 habitants. Fin de citation. Toutes ces personnes tuées par la population ou emprisonnées sous prétexte qu'elles étaient des cancrelats n'étaient en réalité que des civils Tutsis qui n'avaient aucun lien avec les opérations militaires. Le journaliste Franck Kampayana s'enthousiasme de l'arbitraire dont sont victimes ces habitants innocents, alors que les autorités avaient le devoir de les protéger. Au lieu d'accomplir loyalement sa profession, il a épousé la politique de la haine et l'a propagée par le canal d'Imvaho, un organe de presse gouvernemental. Évoquant les nombreux civils Tutsis persécutés dans la commune de Murambi, le journaliste Franck Kampayana utilise une figure de style destinée à faire croire aux Rwandais que les actes de barbarie commis par le bourgmestre Gatete de cette commune étaient destinés à se débarrasser de l'ennemi. Pourtant, ces actes étaient commis contre des Tutsis qui n'avaient aucun lien avec la guerre. Imaginez-vous les lecteurs d'Imvaho, éloignés d'Obyumba, à l'instar de ceux de Cyangugu, Gikongoro, Kibuye, Butare ou ailleurs, qui prenaient connaissance d'un article pareil. Leur première réaction était un sentiment de suspicion contre leurs voisins Tutsis qu'ils pouvaient considérer comme des complices du FPR. C'est de cette façon que le génocide a été répandu dans tout le pays en utilisant les médias, en l'occurrence ceux du gouvernement, qui ont été les précurseurs avant que les autres journaux ne naissent. Dans Imvaho numéro 908 du mois d'août 1991, qui parle de l'attaque du FPR à Rukomo, qui a mis en déroute les ex-phares, Kampayana relate que Byumba a été infiltré par les complices du FPR, donc les Tutsis, et que les habitants doivent les traquer et les tuer. Je cite: on ne gagnera pas sitôt la guerre si on ne débusque pas rapidement les complices du FPR pour les condamner. Personne ne peut nier que les complices sont les éclaireurs du FPR. Bien que ces Inyenzi aient causé beaucoup de dommages, ils en ont aussi subi des conséquences tout en étant conscients qu'ils se suicident. Les militaires ont pu découvrir plus de 52 cadavres. Même les armes lourdes ont été abandonnées sur le champ de bataille. Aucun de nos militaires n'a été blessé. À part qu'ils ne raisonnent pas, ils devraient se rendre compte qu'ils sont incapables de se battre et cesser de troubler la quiétude de la population. Fin de citation. Des journalistes d'Imvaho se sont également fait les porte-parole du MRND, alors que les professions leur imposaient la plus totale neutralité, surtout qu'à cette époque, le pays était soi-disant devenu un système multipartite. Par le biais d'Imvaho numéro 867, la journaliste Vendelana Hategekimana a par exemple écrit: ces ennemis qui ont l'objectif de verser au sang des fils de la nation ont-ils quelque chose de bon? Quelle unité nationale qui surpasse celle que le MRND nous enseigne? Lui qui ne pratique pas de discrimination sur base de l'ethnie, de la religion,
du sexe et de la région. Est-ce que le Kankrera croit que notre population est ignorante pour méconnaître la politique de notre pays, de telle sorte qu'après 30 ans d'exil, il maîtrise la politique nationale plus que notre population, afin de la leur apprendre? Nous avons vu ce qu'ils ont appris. Ce n'est que de la barbarie. Au lieu d'apporter à la nation l'intelligence et la richesse, ces ennemis du Rwanda ont apporté le poison pour tuer. Fin de citation. Dans Imvaho numéro 905 de juillet 1991, la journaliste Hélène Nyirabikari fait à son tour l'apologie du parti MRND. À cette époque, les miliciens Interahamwe en collaboration avec les militaires venaient de massacrer les Tutsis à Ruhengeri et Darumutaha. Hélène Nyirabikari a préféré vanter les mérites du MRND comme si massacrer les Tutsis était une œuvre louable. Le journaliste Thomas Simbankabo, correspondant d'Ororinfo à Kibungo, a aussi fait la propagande du MRND dans un article intitulé « Le meeting du MRND à Sake s'est terminé dans le chaos », publié dans Imvaho numéro 919 de novembre 1991. Thomas Simbankabo a affiché son soutien au bourgmestre de cette commune, Survé Mutabaruka, membre du MRND, et réputé pour ses actes de persécution contre les Tutsis et les Hutus qui étaient dans l'opposition. Cet article exalte les actes criminels du MRND et les actes de violence commis par le bourgmestre Sylvain Mutabaruka. Le journaliste Simbankabo a aussi joué un rôle déterminant dans l'arrestation des Tutsis en 1990, en collaboration avec le responsable du service de renseignement à Kibungo, Paul Senhaya. D'autres articles de Thomas Simbankabo, publiés dans Imvaho, incitent les élèves Hutus à haïr les camarades Tutsis dans les établissements scolaires d'Ozaza et de Rwamagana, sous prétexte que ces écoles étaient dirigées par des frères, c'est-à-dire des religieux à majorité Tutsi. Selon lui, les frères dirigeant ces écoles persécutaient les élèves originaires de Gisenyi et de Ruhengeri, surtout ceux qui étaient des déplacés de guerre. En résumé, le journaliste Thomas Simbankabo fit un odieux journaliste. Il est possible qu'il ait été envoyé à Kibungo, préfecture d'enseignement peuplée de Tutsi, afin d'encourager les unités des miliciens Interahamwe en leur indiquant leurs cibles par le canal de ces articles. Nous venons d'accorder, vous l'avez bien entendu, une place assez large sur le rôle du journal Imvaho. Mais aussi, il faut dire que Radio Rwanda, comme la seule radio nationale, a joué un rôle identique dans la diffusion de la propagande de haine anti-Tutsi. Cette dérive va se produire après le limogeage de Christophe Mfizi, qui était directeur général de l'Orinfor, limogé le 10 décembre 1990 et remplacé par l'extrémiste Ferdinand Nahimana. En 1992, en mars 1992, c'est Radio Rwanda qui a incité au pogrom des Tutsis du Bugesera. Les membres proches du pouvoir, qu'on surnommait la Kazu, la maisonnée, ont fabriqué un document faussement attribué à une bande inexistante dénommée Groupe de défense des droits de l'homme, soi-disant basé à Nairobi. Le 3 mars 1992, Ferdinand Nahimana, alors directeur général de l'Office rwandais d'information Orinfor, a remis son document au journaliste de Radio Rwanda Jean-Baptiste Bamwanga, qui avait été son étudiant à l'Université nationale du Rwanda à Ruhengeri. Ferdinand Nahimana a demandé à Bamwanga de rediffuser au cours du journal parlé en Kinyarwanda. Bamwanga a commenté le document aux antennes de Radio Rwanda en expliquant qu'il avait été publié par la direction du FPR et qu'il mentionnait les noms des hautes autorités du régime de Habyarimana que le FPR prévoyait d'éliminer en collaboration avec ses complices à l'intérieur du pays. Bamwanga a déclaré publiquement que ce document avait été retrouvé à Nyamata chez un commerçant Tutsi qui s'appelait François Gahima et qui était le président du PR dans le Bugesera.
Cette fausse information a été diffusée à longueur de journée sur les ondes de Radio Rwanda par Bamwanga lui-même et son collègue Jean-Baptiste Nubahumatse. Cet événement radiodiffusé a été à l'origine des massacres commis dès le lendemain 4 mars 1992 au Bugesera et qui ont coûté la vie à environ 2000 Tutsis. Ils ont été perpétrés sous la responsabilité et la conduite du bourgmestre Fidel Rwambuka Dokanzenze, qui était un militant actif du MRND et de Tese Gahima, ainsi que par les militaires de Kandogako et Kigali et de nombreux miliciens interahamwe. En 1994, cette même Radio Rwanda aura une responsabilité majeure dans la mise en œuvre du génocide. Ces émissions incendiaires étaient autorisées par le directeur général de l'ONUFOR, Jean-Marie Vianney Higiro, qui vit actuellement aux États-Unis, où il a fondé un parti d'opposition extrémiste appelé Rudi Urunana, qui collabore avec les FDLR. Par exemple, 2 jours avant le crash de l'avion du président Habyarimana, Radio Rwanda a conjuré les politiciens Hutus qui n'étaient pas dans la mouvance Hutu Power à ne pas faire confiance au FPR sous prétexte qu'il allait les éliminer, que le FPR allait les éliminer s'il reprenait le pouvoir. Le 21 avril 1994, Radio Rwanda a diffusé une longue émission animée par le journaliste Jean-Baptiste Bamwanga. L'émission rassemblait les politiciens des partis du gouvernement intérimaire. Le MRND était représenté par Edouard Karemera, qui était son premier vice-président. Le PSD était représenté par Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki, qui était ministre. Le Parti libéral était représenté par Stanislas Mbonampeka. Shingiro Mbonyumutwa a aussi participé en tant que membre du MRND à cette émission en qualité d'expert politique. Rappelons que Shingiro Mbonyumutwa est le fils de Dominique Mbonyumutwa, qui fut le premier président du Rwanda dans les années 60. Il a été ministre du Plan et des Travaux publics dans le gouvernement de Habyarimana. Le journaliste Bamwanga a commencé par demander aux invités de donner leur point de vue sur les déclarations de Radio Muhabura, selon lesquelles le FPR ne tue pas de civils et qu'il affrontait massivement l'armée gouvernementale et les miliciens interahamwe. Edouard Karemera a vivement contesté cette affirmation, indiquant que le FPR avait par exemple assassiné des civils, notamment des politiciens comme Emmanuel Gapyisi, Félicien Gatabazi et Martin Bucyana, et qu'en outre, il avait tenté d'éliminer Justin Mugenzi et Stanislas Mbonampeka. Or, toutes ces personnes ont en réalité été assassinées par des proches, des partisans et des membres du régime Habyarimana, pas par le FPR. Mbonampeka et Rafiki, dans la même émission, ont réaffirmé que l'ennemi des Rwandais était le FPR, que c'était l'ennemi commun. Ils ont déclaré que ceux qui le soutenaient voulaient diviser les Hutus et ils ont nié l'existence des miliciens interahamwe. Pour conclure son émission, le journaliste Bamwanga a déclaré, je cite, « Je voudrais vous informer qu'une fois que le Tutsi aura pris le pouvoir, il ne le cédera jamais aux Hutus. Il le léguera à un autre Tutsi. Vous savez bien que Kayibanda n'a pas laissé le pouvoir à son fils, non plus Habyarimana qui vient de mourir. Donc, durant le pouvoir Hutu, le système était démocratique. Mais si les Tutsis reviennent au pouvoir, nous aurons enterré la démocratie. » Fin de citation. Cette émission de Radio Rwanda a été préparée dans le but de soutenir le gouvernement intérimaire qui s'était lancé pour la mobilisation des Hutus du Sud à massacrer les Tutsis. De nombreux Tutsis ont été décimés en cette date du 21 avril 1994 dans les régions du Sud, préfecture Butare, Gikongoro et Gitarama, avec notamment 50 000 Tutsis tués à Murambi, 35 à la paroisse de Cyanika tout près de Murambi, plus de 45 à la paroisse de Kadoura et ailleurs. Dans la soirée du 21 avril 1994, le Premier ministre Jean Kambanda s'est adressé à la population par le canal de Radio Rwanda en exprimant sa satisfaction pour la participation de la population à combattre l'ennemi, c'est-à-dire à tuer les Tutsis. Il a incité tous les citoyens
surtout les bourgmestres, a déployé leur dernière énergie à cet effet. Il a indiqué que son gouvernement et la population ne reculeraient jamais devant l'ennemi, qu'ils tiendraient bon et se battraient jusqu'à la victoire, en commençant par neutraliser ceux qui se dissimulent parmi les habitants. Pendant le génocide, le journaliste Bamwanga organisait presque chaque jour dans ses émissions des entretiens destinés à mobiliser les Hutus contre les Tutsis. Citons l'entretien qu'il a eu le 12 avril 1994 avec Frodouari Karamira et qui visait à mobiliser les membres du MDR, la population et l'armée rwandaise à l'expansion de la guerre partout dans le pays, c'est-à-dire le génocide. Le génocide devait donc se commettre sur toute l'étendue du territoire, sans exception d'aucune région. Le journaliste Jean-Baptiste Bamwanga a de nouveau invité Frodouari Karamira le 17 avril 1994. Ce dernier a exhorté la population à traquer l'ennemi partout où il se cachait, c'est-à-dire le Tutsi, et à récupérer ses armes. Le journaliste Bamwanga de Radio Rwanda a complété ses propos en déclarant que des réfugiés Tutsis s'étaient cachés dans les églises, que les combattants du FPR s'étaient faufilés parmi eux, et qu'ils avaient des fusils et que la population devait commencer par les débusquer. En somme, les émissions de Radio Rwanda, animées par le journaliste Bamwanga entre le 15 et 21 avril 1994, ont largement permis de faciliter l'extermination des Tutsis dans des régions qui n'étaient pas encore touchées par le génocide, comme les préfectures de Butare, Gikongoro et Gitarama. Radio Rwanda a très bien couvert les séjours à Butare et Gikongoro effectués par le président Théodore Sindikubwabo et le premier ministre Jean Kambanda pour la sensibilisation et la participation au génocide. Radio Rwanda relayait les discours meurtriers prononcés par ses autorités, comme celui du président Sindikubwabo, prononcé à Nyakizu le 18 avril 1994, et dont voici un extrait, je cite. « Citoyens de Nyakizu, c'est la première fois que vous recevez la visite du président de la République rwandaise. Je suis venu pour vous réconforter et vous féliciter de vos actes pendant ces moments difficiles. Lorsque je serai rentré, je vais vous envoyer des renforts pour continuer le travail que vous êtes en train de faire. Et je veux examiner comment vous faire parvenir des récompenses. Travaillez comme en 1959. » Fin de citation. Le terme travailler signifiait tuer, signifiait commettre le génocide. Ce discours diffusé sur Radio Rwanda a incité la population Hutu à exterminer des Tutsis réfugiés dans la paroisse catholique de Kyahinda, mais aussi ceux de la préfecture de Butare, comme Akansi, Simbi, Mugombwa, Higiro, Kibirizi, Save, Muyira, ainsi que dans la ville de Butare et autres lieux. Les autres journalistes de Radio Rwanda qui s'en prenaient aux Tutsis dans les entretiens, dans les émissions qu'ils animaient ou dans les informations qu'ils diffusaient via la radio nationale sont les suivants. Il y a Jean-Baptiste Bamwanga que nous avons longuement cité, Frodouari Ntawurikura, Alphonse Munyazogeye, Hyacinthe Bicamumpaka, Gilles Maurice Kagina, Joël Hakizimana, Dominique Makeri, Jean-Baptiste Hakizimana, Agenesta Mukarutamu, Alexis Nshimiyimana, Jean-François Nsengiyumva, Jean-Baptiste Nubahumatse, Evariste Murasandonyi, Gérard Gatare et autres. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.